Je m'appelle David et, jusqu'à récemment, j'étais shérif adjoint dans une petite ville appelée Pinehurst, dans le nord du Montana. La population y était d'environ 2500 habitants, sans compter les ouvriers de la scierie locale qui venaient pour la saison. La ville était située dans une vallée entourée de denses forêts de conifères, et la grande ville la plus proche se trouvait à 3 heures de route, sur des routes de montagne sinueuses. J'y ai emménagé au printemps 2022, après mon divorce. Je voulais m'éloigner de Billings, de mes souvenirs, de mon ex-femme et de toute la merde que nous avions vécue ensemble. Le bureau du shérif du comté recherchait justement un adjoint pour Pinehurst, le précédent ayant été muté pour se rapprocher de sa famille. J'avais 33 ans, 11 ans de service dans la police, plusieurs récompenses et une pile de documents. J'ai accepté immédiatement. C'était un endroit calme, avec peu de crimes graves, principalement des petits bumvols et des bagarres d'ivrognes le week-end. Je pensais pouvoir m'y remettre, prendre un nouveau départ. Le bureau du shérif était situé dans un vieux bâtiment en briques, au centre de la ville, à côté de la poste et de la caserne des pompiers. Outre moi, 3 autres personnes y travaillaient. Le shérif Thomas, un homme de 55 ans qui travaillait à Pinehurst depuis plus de 25 ans. L'officier Sarah, qui s'occupait principalement de tâches administratives, et un autre adjoint nommé Mark, un jeune homme de 28 ans. Thomas m'a tout de suite fait comprendre qu'il connaissait cet endroit comme sa poche et qu'il valait mieux écouter ses conseils. Je ne m'y suis pas opposé. Il connaissait vraiment chaque habitant par son nom, connaissait tous les sentiers dans les bois, toutes les histoires familiales remontant à 3 générations. Les 2 premiers mois se sont déroulés tranquillement. Le travail était exactement comme je m'y attendais. Je traitais les petits botivols dans les garages. Je dressais des contraventions pour excès de vitesse dans la rue principale. Je suis intervenu à 2 reprises dans des disputes domestiques. L'affaire la plus grave a été le vol de matériel dans l'entrepôt d'une scierie, pour un montant d'environ $6 000. Thomas m'a aidé à retrouver rapidement le voleur. Il s'agissait d'un alcoolique local nommé Jimmy, qui volait des outils pour les revendre et s'acheter de l'alcool. J'ai loué une petite maison à la périphérie de la ville, une maison en bois d'1 étage avec une véranda et une vue sur la forêt. Le soir, je m'asseyais sur cette véranda. Je buvais une bière et je regardais le soleil se coucher derrière les cimes des pins. Le silence était si dense que j'entendais les branches se briser sous les pattes de quelqu'un dans la forêt, probablement des cerfs ou des coyotes. Parfois, j'avais l'impression d'être à la lisière de la civilisation. Thomas m'a dit que l'hiver était très rude ici. La neige arrivait à hauteur de poitrine, les routes étaient enneigées et la ville pouvait être coupée du monde pendant 1 semaine, voire 2. Mais c'était l'été et tout semblait presque parfait. Les habitants étaient réservés, mais pas hostiles. Ils me saluaient quand ils me croisaient dans la rue, mais ne me posaient pas de questions personnelles. La plupart travaillaient à la scierie ou dans la forêt. Il y avait une petite école, une église, 2 bars, une épicerie et une station-service. Il n'y avait presque pas de jeunes. Tous ceux qui pouvaient me partir partaient étudier ou travailler dans les grandes villes. Il ne restait principalement que les familles, celles qui avaient une maison, des terres ici, dont les racines s'enfonçaient dans ce sol depuis des générations. Thomas me parlait souvent des particularités locales. Il disait que les gens ici étaient superstitieux. Beaucoup croient encore aux vieilles histoires sur les esprits de la forêt, sur les endroits où il ne faut pas aller, sur le fait qu'il y a quelque chose de dangereux dans les bois. Il en riait, mais je remarquais qu'il connaissait très bien ces endroits et prenait ses avertissements au sérieux. Il m'avait prévenu qu'il ne fallait pas s'enfoncer dans la forêt, à plus de 5 ou 6 miles de la ville, car là commençaient de véritables broussailles, des gorges, des zones marécageuses où il était facile de se perdre et de ne plus pouvoir en sortir. Il disait que si quelqu'un disparaissait dans ces endroits,
Les chances de le retrouver vivant étaient pratiquement nulles. J'étais sceptique. La forêt est une forêt, grande bien sûr, mais j'ai grandi dans le Midwest, je faisais régulièrement des randonnées, j'ai servi dans l'armée, j'ai suivi une formation à la survie. Je savais m'orienter à l'aide d'une boussole et des étoiles, allumer un feu, me comporter dans la nature sauvage. Je pensais que toutes ces histoires de fantômes et de lieux maudits n'étaient rien qu'un moyen d'expliquer des accidents banals. Une personne s'est perdue, est tombée dans un ravin, a gelé, a rencontré un ours ou un lion des montagnes, et ensuite on raconte des histoires mystiques. Le vendredi 1er juillet, en soirée, une femme nommée Mary, l'épouse du contremaître de la Syrie, était venue à notre bureau. Elle avait environ 60 ans, les cheveux gris attachés en chignon, les mains tremblantes lorsqu'elle parlait. Elle nous a dit que son mari John n'était pas rentré de la pêche. Il était parti jeudi matin, disant qu'il irait à Pine Creek, à environ 4 miles au nord de la ville. Il devait revenir jeudi soir, mais il n'était pas rentré ni jeudi ni aujourd'hui. Elle avait attendu toute la journée, pensant qu'il avait peut-être décidé de passer la nuit là-bas, comme cela lui était déjà arrivé auparavant. Mais il appelait toujours pour prévenir, et maintenant son téléphone était inaccessible. Thomas a enregistré sa déclaration, a rassuré la femme et lui a dit qu'une équipe de recherche serait organisée dès le lendemain matin. Après son départ, il m'a expliqué que John était un homme très expérimenté, qui avait passé toute sa vie dans ces bois. Chasseur, pêcheur, il travaillait comme bûcheron, depuis plus de 30 ans. Il ne pouvait pas simplement se perdre, mais il pouvait trébucher, se casser la jambe et rester allongé quelque part sans pouvoir bouger. Ou avoir une crise cardiaque. À son âge, tout pouvait arriver. Le lendemain matin, samedi, nous avons réuni une équipe de recherche de 10 personnes. Des employés de la Syrie qui connaissaient bel et bien la région, un garde-chasse de la forêt locale et quelques autres volontaires. Nous avons pris des talkies-walkies, des trousses de premiers secours, des cordes et des civières, au cas où nous le trouverions blessé. J'ai pris mon pistolet de service de calibre 45, même si je ne voyais pas à quoi il pourrait servir. Thomas l'a remarqué et a hoché la tête en signe d'approbation, mais n'a rien dit. Nous sommes partis pour Pine Creek, vers 9 heures du matin. La route était forestière, en terre battue, pleine de nids de poules et de racines. Mon pick-up s'en sortait bien, mais nous devions rouler lentement. Nous sommes arrivés en 40 minutes environ. Le ruisseau n'était pas large, environ 10 mètres, à son point le plus large, avec une eau claire et froide qui coulait sur un lit de galets. Les berges étaient densément couvertes de pins et d'arbustes. L'endroit où pêcher était bien visible. Une grande clairière au bord du ruisseau, des traces d'anciens feux de camp, des rondins sur lesquels on pouvait s'asseoir. Nous avons tout de suite trouvé les affaires de John, un sac à dos, des cannes à pêche, un thermos, un sac de couchage. Tout était soigneusement rangé près du feu éteint. La tente était montée, mais semblait intacte. Le sac de couchage était déplié à l'intérieur de la tente, mais n'avait pas été utilisé. Rien n'indiquait que quelqu'un avait dormi dedans. Dans le sac à dos, il restait de la nourriture, un couteau, une lampe de poche, des allumettes. Les cannes à pêche étaient déposées sur la rive. L'une d'elles était montée et prête à l'emploi. À côté se trouvait un seau dans lequel nageaient 3 petites truites. Il avait donc pêché, attrapé quelque chose, et puis... Quoi? Thomas inspecta les lieux très attentivement. Le feu avait été allumé puis éteint. Les braises étaient aussi froides, mais d'après leur état, il détermina que le feu s'était éteint environ 2 jours auparavant, c'est-à-dire jeudi soir. John avait donc allumé un feu, se préparant à passer la nuit ou simplement à se réchauffer. Autour de la clairière, nous avons trouvé des traces de ses chaussures, des empreintes typiques de semelles de chaussures de travail. Les traces menaient au ruisseau, puis revenaient vers la tente, puis vers le bord de la clairière. Et ensuite, quelque chose d'étrange.
Au bord de la clairière, là où commençait la forêt dense, les traces s'arrêtaient. Elles s'interrompaient, tout simplement. Thomas et moi sommes restés là, à regarder la dernière empreinte nette de la botte sur la terre meuble. Plus rien après. Le sol était recouvert de vieilles aiguilles et de mousse sur lesquelles les traces ne restent pas. Mais nous avons ratissé le terrain dans un rayon de 100 pieds. Aucun signe de l'endroit où il aurait pu aller. Un des locaux, un gars du nom de Rick qui faisait partie du groupe, m'a dit que c'était bizarre, très bizarre. Quand quelqu'un s'enfonce dans la forêt, il laisse toujours des traces, une branche cassée, de l'herbe écrasée, n'importe quoi. Mais là, rien. Comme si John avait simplement fait un pas et s'était évaporé dans les airs. Nous nous sommes divisés en 3 groupes et avons commencé à ratisser la forêt dans différentes directions. Je suis parti avec Thomas et 2 autres hommes vers le nord, au cœur de la forêt. Les autres se sont dirigés vers l'est et l'ouest, le long du ruisseau. Nous avons convenu de rester en contact par radio toutes les 15 minutes. La forêt était dense et sombre. Les pins étaient longs et si serrés que même en plein jour, la pénombre régnait sous leurs cimes. Le sol était recouvert d'une épaisse couche d'aiguilles tombées qui étouffaient dans le bruit de nos pas. L'air sentait la résine et la terre humide. De temps en temps, nous débouchions sur de petites nauds clairières où poussaient des buissons de myrtilles. Puis nous replongions dans l'ombre dense des arbres. Nous avons marché pendant environ 2 heures, nous arrêtant de temps en temps pour crier le nom de John. Le silence était absolu. Même les oiseaux ne chantaient pas, ce qui me semblait étrange, car en été, la forêt est généralement pleine de vie. Mais ici, c'était calme comme dans une tombe. Seules nos voix et le craquement des branches sous nos pieds se faisaient entendre. Thomas s'est arrêté plusieurs fois et a regardé autour de lui, comme s'il essayait de capter quelque chose. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il m'a répondu qu'il ne savait pas. Il sentait simplement que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. L'air était différent, en quelque sorte, plus lourd. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai acquiescé. Je ressentais moi-même une inquiétude grandissante, sans pouvoir l'expliquer. Après environ 3 heures de recherche, nous sommes retournés à la clairière. Les autres de groupe n'avaient rien trouvé non plus. Aucune trace, aucun signe de présence humaine. L'un des gars a dit avoir trouvé un vieux sentier à environ 1 demi-mille à l'est, mais il n'avait manifestement pas été utilisé depuis des années. Il était envahi par les buissons et à peine visible. Nous avons poursuivi nos recherches jusqu'au soir. Nous avons inspecté le territoire dans un rayon de 2 miles autour de la clairière, remonté et descendu le ruisseau. Rien. John semblait s'être évaporé. Vers 20 heures, alors que la nuit commençait à tomber, Thomas a décidé de retourner en ville. Il a dit que nous continuerions demain matin, que nous ferions appel à plus de personnes, peut-être même à des chiens du comté voisin. Nous sommes retournés à Pinehurst et j'ai apporté les affaires de John à sa femme. Elle pleurait, demandait où il était, ce qui s'était passé. Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit que nous faisions tout notre possible, que nous continuerions les recherches le lendemain, qu'il était encore trop tôt pour perdre espoir. Mais au fond de moi, je ressentais de l'inquiétude. Quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Le dimanche, nous avons poursuivi les recherches. Cette fois, une quinzaine de personnes se sont jointes à nous, des habitants de la région qui voulaient aider. Thomas a contacté les autorités du comté, qui ont promis d'envoyer des chiens de recherche dès le lundi. Nous avons de nouveau ratissé le terrain autour de la clairière et élargi le périmètre de recherche à 4 miles. Nous avons vérifié tous les ravins des environs, tous les endroits où un homme pouvait tomber ou rester coincé. Rien. Dimanche soir, il est devenu évident que les chances de retrouver John vivant diminuaient rapidement. Plus de 72 heures s'étaient écoulées depuis sa disparition. S'il gisait quelque part, blessé, sans eau ni aide, il ne tiendrait pas longtemps. Le lundi matin, des chiens sont arrivés, 2 bergers allemands
accompagnés de guides de la police locale. Nous leur avons fait renifler les affaires de John et ils ont immédiatement pris la piste dans la clairière. Mais la même chose s'est produite. Les chiens ont suivi la piste jusqu'au bord de la clairière, jusqu'à l'endroit même où les traces de chaussures s'arrêtaient. Puis, ils se sont arrêtés. Ils tournaient en rond, gémissaient et refusaient d'aller plus loin dans la forêt. Les deux guides étaient bien perplexes. Ils ont dit que cela arrivait parfois lorsque la piste s'arrêtait dans l'eau ou sur des rochers. Mais ici, il n'y avait ni l'un ni l'autre, juste la forêt. Nous avons essayé d'envoyer les chiens dans d'autres directions, mais ils revenaient obstinément au même endroit et s'arrêtaient. L'un des guides a dit à Thomas que les chiens avaient peur de quelque chose. Ils sentaient quelque chose dans la forêt qui les empêchait d'y aller, mais ils ne pouvaient pas dire quoi exactement. Le 5 juillet, les recherches ont été officiellement interrompues. Thomas m'a dit que nous ne pouvions plus rien faire. Nous avons fouillé tout le périmètre dans un rayon de 5 miles, vérifié chaque ravin, chaque grotte, chaque endroit où un homme pouvait se cacher. John avait disparu sans laisser de traces. Son cas a été classé comme disparition, mais tout le monde comprenait qu'il n'y avait plus aucune chance de le retrouver vivant. Mary, sa femme, était effondrée. Je la voyais venir au bureau tous les jours pour demander s'il y avait du nouveau. Puis, elle a cessé de venir. Elle restait chez elle, attendant, espérant un miracle. Moi aussi, je ne pouvais pas me sortir cette affaire de la tête. Chaque soir, je m'asseyais sur la véranda, je regardais la forêt et je réfléchissais à ce qui avait pu se passer. Comment un homme aussi expérimenté, qui avait vécu ici toute sa vie, avait-il pu disparaître sans laisser de traces, sans signe de lutte, sans trace de sang? Ses affaires étaient intactes, la nourriture était dans son sac à dos, l'argent dans son portefeuille. Ce n'était pas un vol, ce n'était pas une attaque d'animal. Il n'y avait aucune trace d'ours ou de lion des montagnes. Pas de sang, pas de vêtements déchirés. Thomas m'a dit que cela s'était déjà produit auparavant. Pas souvent, mais cela arrivait. Environ une fois tous les quelques années, quelqu'un disparaissait dans la forêt. Parfois, les corps étaient retrouvés des mois ou des années plus tard. Parfois, ils n'étaient jamais retrouvés. Il en parlait calmement, comme si c'était quelque chose de normal, une partie de la vie dans un endroit comme celui-ci. Mais j'ai vu autre chose dans ses yeux. Il en savait plus qu'il ne disait. Je lui ai demandé directement ce qu'il pensait de ce qui s'était passé. Nous étions assis dans le bureau tard dans la soirée. Les documents relatifs à l'affaire de John étaient posés sur la table, entre nous. Thomas est resté silencieux pendant un long moment, regardant par la fenêtre la forêt qui s'assombrissait. Puis, il m'a dit qu'il y avait des choses dans ces forêts qu'il ne pouvait pas expliquer, des choses qui s'étaient produites bien avant qu'il ne vienne travailler ici. Son père était également shérif à Pinehurst, tout comme son grand-père, et tous avaient été confrontés à de tels cas. Il m'a expliqué que les habitants de la région connaissaient certaines règles. Ne pas s'aventurer seul loin dans la forêt, ne pas camper à certains endroits, ne pas aller dans la forêt après le coucher du soleil, ne pas répondre si l'on entend quelqu'un appeler depuis la forêt, même si c'est la voix d'une personne connue. Ces règles se transmettent de génération en génération, et ceux qui les respectent s'en sortent généralement bien. Ceux qui les ignorent, parfois, ils ne reviennent pas. Je lui ai demandé en quoi il croyait. Pensait-il qu'il y avait vraiment quelque chose de paranormal dans la forêt? Ou s'agissait-il simplement de coïncidences et d'accidents que les gens expliquaient par le mystique? Thomas m'a regardé longuement et m'a dit qu'après 25 ans de travail, ici, il en avait vu assez pour ne pas rejeter complètement ces histoires. Mais il en avait aussi vu assez pour ne pas essayer de découvrir la vérité. Certaines questions, disait-il, valaient mieux rester sans réponse. Cette réponse ne me satisfaisait pas. Je voulais de la logique, des faits, une explication rationnelle. J'étais policier, on m'avait appris à rechercher des indices, à élaborer des hypothèses, à trouver des criminels. Le mysticisme et la superstition
n'avaient pas leur place dans ma vision du monde. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un calme relatif. La vie dans la petite ville a repris son cours normal. La disparition de John a fait l'objet de discussions pendant quelques 10 jours, puis les conversations se sont tues. Les gens ont accepté cette perte tragique, l'ont commémorée dans l'église locale. Mary a commencé à recevoir une pension de veuve. La vie a continué, mais je sentais que ce n'était pas la fin. Quelque chose avait changé dans l'air. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais un sentiment d'inquiétude ne me quittait pas. La nuit, je dormais mal, je me réveillais au moindre bruit. Je regardais par la fenêtre la forêt sombre. Parfois, il me semblait voir du mouvement, des ombres entre les arbres, mais quand je regardais de plus près, il n'y avait rien. Le mardi 18 juillet, une jeune femme nommée Lisa est venue à notre bureau. Elle avait environ 30 ans et travaillait comme infirmière dans une clinique locale. Elle était visiblement effrayée, parlait vite et de manière incohérente. Elle a raconté que son frère Kevin n'était pas rentré à la maison après son service de nuit à la Syrie. Il travaillait de nuit de 23h à 7h du matin et rentrait généralement à la maison vers 7h30. Ils vivaient ensemble dans une maison à la périphérie nord de la ville. Mais ce matin-là, il n'était pas là. Elle l'avait appelé sur son portable, mais son téléphone était éteint. Elle a appelé la Syrie, où on lui a dit que Kevin était parti à l'heure, à 7h du matin, avec tous les autres. Thomas a essayé de la rassurer. Il lui a dit que Kevin était peut-être simplement passé chez des amis ou avait décidé d'aller prendre son petit déjeuner quelque part. Parfois, les gars font ça après leur nuit de travail. Ils ne veulent pas rentrer tout de suite chez eux, ils restent quelque part, boivent un café, discutent. Mais Lisa insistait sur le fait que son frère rentrait toujours à l'heure. Toujours. Il vivait selon un emploi du temps précis, c'était quelqu'un de très ponctuel. Et il aurait certainement appelé s'il avait prévu de rentrer plus tard. Nous avons enregistré sa déclaration, pris une photo de Kevin, noté la description de sa voiture. Une vieille Ford F-50 rouge. Thomas a dit que nous allions commencer à le chercher, parcourir la ville, vérifier les parkings des bars et des cafés. Peut-être que sa voiture était garée quelque part. Mais j'ai vu dans ses yeux la même inquiétude que je ressentais moi-même. Marc et moi sommes montés dans la voiture de patrouille et avons commencé à parcourir la ville. Nous avons vérifié les 2 parkings des bars, le parking du café, la station-service, le parking de l'épicerie. La voiture de Kevin n'était nulle part. Nous avons pris la route menant à la Syrie et avons vérifié les accotements au cas où il aurait quitté la route et eu un accident. Rien. J'ai appelé la Syrie et parlé au chef d'équipe de nuit. Il a confirmé que Kevin avait travaillé toute la nuit et était parti à 7h du matin avec tout le monde. Il se comportait normalement, n'avait rien dit d'étrange, ne semblait pas ivre ou sous l'emprise de drogue. Il avait simplement fini son travail et était parti vers son pick-up. Vers 13h, nous avons trouvé sa voiture. Elle était garée sur un petit chemin de terre qui bifurquait de la route principale à environ 3 km au nord de la ville. Le chemin s'enfonçait dans la forêt et était principalement utilisé par les bûcherons pour transporter le bois. Le pick-up Ford rouge était garé au début de cette route, à moitié sur le bas-côté, à moitié sur le sol. Nous nous sommes approchés et sommes sortis pour inspecter la voiture. Les portes étaient fermées, mais pas verrouillées. Les clés étaient dans le contact. Le moteur était froid. La voiture était là depuis plusieurs heures. Sa veste de travail était posée sur le siège conducteur. Une bouteille d'eau à moitié vide se trouvait dans le porte-gobelet. Sur la banquette arrière, il y avait un sac à dos contenant un thermos et une boîte repas. Aucun signe de lutte, aucun dommage sur la voiture, aucune trace de sang. Juste une voiture, garée avec les clés sur le contact. Comme si Kevin était sorti un instant et s'apprêtait à revenir. Marc m'a dit que c'était très étrange.
Pourquoi Kevin aurait-il quitté la route principale? Sa maison se trouvait dans l'autre direction, en ville. Il n'y avait rien ici, seulement la forêt et une vieille route forestière. Et pourquoi laisser les clés dans la voiture? Nous avons inspecté les environs de la voiture. Sur le sol meuble, près du bord de la route, on pouvait voir des traces de bottes, des bottes de travail, comme celles que tout le monde porte à la Syrie. Les traces menaient de la voiture au début d'un chemin de terre qui s'enfonçait dans la forêt. Nous avons suivi les traces. La route était ancienne, inutilisée depuis longtemps. Elle était envahie par endroits par l'herbe et les buissons, mais toujours reconnaissable. Les traces de bottes étaient bien visibles sur le sol humide. Kevin avait manifestement suivi cette route sans s'en écarter. Ses pas étaient réguliers, de taille normale. Il ne courait pas, il marchait simplement. Nous avons parcouru environ 300 mètres à l'intérieur de la forêt. Le chemin serpentait entre les arbres, montant légèrement. Et soudain, les traces se sont arrêtées. Encore une fois, exactement comme avec John, la dernière empreinte de chaussure nette au milieu du chemin, et plus rien, après. Mark et moi nous sommes arrêtés et avons regardé cette dernière empreinte. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. C'était impossible. Un homme ne peut pas simplement disparaître au milieu d'une route. Il doit y avoir des traces, quelque chose, n'importe quoi. Nous avons fouillé les environs. Nous avons inspecté les buissons de chaque côté de la route, vérifié s'il y avait des branches cassées, de l'herbe écrasée, des signes indiquant que quelqu'un avait quitté la route. Rien. La forêt était intacte, comme si personne n'y était entré depuis des années. Mark était pâle. Il avait vécu à Pinehurst toute sa vie, et je voyais qu'il avait peur. Il m'a dit que c'était la même chose qu'avec John. Exactement la même situation. Un homme marche, laisse des traces, puis disparaît tout simplement. Il a dit que nous devions retourner en ville, rassembler des gens, organiser des recherches. Mais sa voix tremblait, et j'ai compris qu'il ne croyait pas que nous allions retrouver Kevin. Nous sommes de retourner aux voitures et avons appelé Thomas par radio. Nous lui avons décrit la situation et lui avons dit où nous étions. Thomas est arrivé 20 minutes plus tard et nous avons refait le même trajet. Nous lui avons montré les traces, lui avons montré l'endroit où elle s'arrêtait. Thomas est resté silencieux, regardant la dernière trace. Son visage était sombre, sa mâchoire serrée. Puis il a dit que c'était déjà le deuxième cas en un mois. 2 personnes avaient fait disparu dans des circonstances pratiquement identiques. Tout de même 2 avaient laissé leurs affaires. Tout de même 2 étaient partis dans la forêt. Tout de même 2 s'étaient simplement évaporés. Cela ne pouvait plus être une coïncidence. Je lui ai demandé ce que nous allions faire. Il a répondu qu'il organiserait des recherches, mais sans grand espoir. Il a dit qu'il contacterait les autorités locales pour demander de l'aide. Peut-être qu'elles enverraient un hélicoptère pour une recherche aérienne. Mais d'après son ton, j'ai compris qu'il ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit. Nous avons organisé les recherches le jour même. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées, mais j'ai remarqué que beaucoup d'habitants de la région étaient visiblement effrayés. Ils parlaient à voix basse et regardaient souvent vers la forêt. Plusieurs personnes ont refusé de s'éloigner à plus d'1 kilomètre de la route. Nous avons ratissé la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Nous avons parcouru 2 miles supplémentaires sur l'ancienne route forestière et avons inspecté le terrain des 2 côtés. Rien. Aucune trace de Kevin, aucun signe de sa présence. Il avait disparu sans laisser de traces, tout comme John. Mercredi, un hélicoptère de la police du comté est arrivé. Ils ont survolé la forêt pendant plusieurs heures, utilisant des caméras thermiques pour tenter de repérer quelqu'un. Ils n'ont rien trouvé, seulement des arbres à perte de vue et l'obscurité sous leur cime. Le vendredi 22 juillet, les recherches pour retrouver Kevin ont été officiellement abandonnées. Sa voiture a été emmenée au dépôt de la police et ses affaires ont été remises à sa sœur. Lisa était furieuse. Elle criait après Thomas, exigeait que les recherches continuent.
nous accusait d'incompétence. Mais que pouvions-nous faire? Nous avions tout fouillé. Il n'était tout simplement pas là. La panique s'est emparée de la ville. Les gens en parlaient partout, dans les magasins, dans les bars, à l'église. 2 hommes avaient commis disparu en 1 mois. Tous 2 sans laisser de traces. Tous 2 avaient disparu dans la forêt, dans des circonstances étranges. Les rumeurs allaient le bon train. On parlait d'un tueur en série, de quelqu'un qui chassait les humains. D'autres se souvenaient d'anciennes histoires, disaient que la forêt prenait son dû, qu'il fallait rester loin de certains endroits. Thomas a convoqué une réunion municipale à la fin de la semaine. Plus de la moitié de la population de la ville s'y est rendue. La salle de l'administration était bondée. Les gens exigeaient des réponses, exigeaient d'être protégés. Thomas a essayé de les calmer, leur disant que nous faisions tout notre possible, que nous avions contacté le FBI, que des ressources supplémentaires seraient mobilisées pour l'enquête. Mais j'ai vu que les gens ne le croyaient pas. Ils avaient peur. Le maire, un homme âgé nommé Robert, qui dirigeait Pinehurst depuis 15 ans, a décrété le couvre-feu. Il a recommandé à tous les habitants de ne pas quitter la ville après la tombée de la nuit, de ne pas se rendre seuls dans la forêt et de signaler à la police toute observation suspecte. C'était une mesure inhabituelle pour une si petite ville, mais la situation était inhabituelle. J'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai demandé les archives des rapports de police des 30 dernières années. Je voulais voir s'il y avait eu des cas similaires auparavant. Sarah, notre responsable administrative, m'a aidé à récupérer les anciens dossiers dans la cave. La plupart étaient sur papier. Ils n'avaient jamais été numérisés. J'ai passé tout le week-end à étudier ces rapports, et ce que j'ai découvert m'a donné des frissons dans le dos. Au cours des 30 dernières années, 23 personnes ont disparu dans la région de Pinehurst. 23. Cela semblait incroyable pour une si petite ville. La plupart des cas avaient été classés comme des accidents dans la forêt. Personnes égarées, noyées, mortes de froid ou attaquées par des animaux. Certains corps avaient été retrouvés des mois ou des années plus tard, mais la plupart restaient redéportés disparus. Mais lorsque j'ai commencé à lire les détails de chaque cas, j'ai remarqué une tendance. Dans presque tous les cas, les personnes avaient disparu dans des circonstances similaires. Elles étaient parties dans la forêt, avaient parfois laissé leurs affaires, puis avaient simplement disparu. Les rapports mentionnaient souvent que les traces s'interrompaient ou que les chiens de recherche refusaient d'aller au-delà d'un certain point. Dans plusieurs cas, il était fait mention d'habitants locaux parlant de lieux maudits dans la forêt, d'esprits, de quelque chose qui vivait là et qui emportait les gens. Mais le plus inquiétant était que les disparitions n'étaient pas réparties de manière uniforme dans le temps. Elles se produisaient par grappes, 2 ou 3 cas par an, puis plusieurs années de calme, puis à nouveau une recrudescence. La dernière recrudescence remonte à 2016, lorsque 4 personnes ont disparu au cours de l'été. Avant John et Kevin, la dernière disparition remontait à 2019. J'ai trouvé un rapport sur cette affaire. Un homme du nom de David, oui, comme moi, âgé d'une 40aine d'années, chasseur. Il est parti chasser en octobre 2019 et n'est jamais revenu. Ses affaires ont été retrouvées près d'un campement temporaire à environ 5 miles au nord-est de la ville. Aucune trace, aucun signe de lutte. Le corps n'a jamais été retrouvé. J'ai apporté ces rapports à Thomas lundi matin. Je les ai étalés sur son bureau. Je lui ai montré le schéma. Je lui ai montré les statistiques. Je lui ai dit que cela ne pouvait pas être une série d'accidents. Quelque chose se passe systématiquement dans ces bois, et nous avons le devoir de le découvrir. Thomas a longuement regardé les documents. Puis, il m'a regardé et m'a dit qu'il était au courant. Il l'avait toujours su. Son père le savait. Son grand-père le savait.
Tous les shérifs qui avaient travaillé à Pinehurst avaient été confrontés à ce phénomène. Mais que pouvèrent-ils faire? Comment enquêter sur quelque chose qui ne laisse aucune trace? Comment protéger les gens contre quelque chose que l'on ne comprend pas? J'ai dit que nous devions essayer, nous devions au moins avertir les gens, leur dire la vérité sur le nombre de personnes disparues. Mais Thomas a secoué la tête. Il a dit que les gens le savaient déjà. Les habitants ont toujours su que la forêt était dangereuse. Ils se transmettent des histoires de génération en génération, apprennent à leurs enfants à être prudents. Mais les gens continuent de disparaître, car il est impossible de contrôler entièrement la forêt qui entoure la ville de tous côtés. Je lui ai demandé directement ce qui se passait selon lui. Qu'est-ce qui emportait les gens? Il a répondu qu'il ne savait pas. Peut-être s'agissait-il d'un tueur en série qui sévissait depuis des décennies et n'avait jamais été arrêté. Peut-être était-ce un animal, une espèce inconnue, qui chassait les humains. Peut-être s'agit-il d'autre chose que notre logique ne peut comprendre. Il ne sait pas et, honnêtement, il n'est pas sûr de vouloir savoir. Mais je ne pouvais pas simplement accepter cela. J'étais policier. Mon travail consistait à protéger les gens, à enquêter sur les crimes, à trouver des réponses. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et attendre que la prochaine personne disparaisse. Le mercredi 26 juillet, une troisième personne a disparu. C'était une jeune fille de 18 ans, Emily, qui venait de terminer ses études. Elle travaillait comme caissière dans une épicerie. Ce jour-là, elle a terminé son service à 18 heures, a enfourché son vélo et est rentrée chez elle. Le trajet entre le magasin et chez elle prenait généralement 10 minutes. Il fallait emprunter la rue principale, puis tourner dans la rue résidentielle où se trouvait leur maison. Sa mère a appelé la police à 20 heures. Elle a dit qu'Emily n'était pas rentrée à la maison. Elle rentrait toujours à l'heure et appelait toujours si elle était en retard. Le téléphone de la jeune fille était inaccessible. Mark et moi sommes immédiatement partis à sa recherche. Nous avons emprunté son itinéraire habituel entre le magasin et la maison. Et nous avons trouvé son vélo. Il gisait sur le bord de la route, à environ 1 kilomètre de chez elle, là où la route principale longeait la forêt. Le vélo était couché sur le côté. La roue avant tournait lentement. À côté du vélo se trouvait son sac avec son téléphone et son portefeuille à l'intérieur. Aucun signe de lutte, pas de sang, aucune trace de freinage. Juste un vélo sur le bord de la route, comme si elle s'était arrêtée, était descendue et était partie. Nous avons inspecté les lieux. Sur le bord de la route, à quelques 2 mètres du vélo, nous avons trouvé des traces de ses baskets. Elles menaient directement dans la forêt, perpendiculairement à la route. Nous avons suivi les traces. Les traces étaient nettes, bien visibles sur le tapis forestier. Emily marchait manifestement d'un pas décidé, sans zigzaguer ni s'arrêter. Ses pas étaient de taille normale, réguliers. Elle ne courait pas, elle marchait simplement. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-elle abandonné son vélo et serait-elle partie dans la forêt sans raison? Nous avons parcouru environ 200 mètres. Et là encore, les traces s'interrompaient. Elle s'arrêtait simplement au milieu des arbres. La dernière empreinte de basket sur la mousse et plus rien. J'ai senti la panique monter en moi. C'était la 3e disparition en 1 mois. Et à chaque fois, c'était la même chose. Une personne s'enfonçait dans la forêt en laissant des traces, puis disparaissait tout simplement, comme si elle s'était enfoncée dans le sol. Mark se tenait à côté, respirant difficilement. Il était mort de peur, je le voyais. Il voulait partir, retourner à la voiture, à la lumière, aux gens. Mais nous avons continué les recherches. Nous avons passé la nuit dans la forêt. Nous avons utilisé des lampes de poche, crié le nom d'Emily, ratissé le terrain dans un rayon d'1 demi-mile. Rien. Thomas est arrivé avec plusieurs autres personnes, mais le résultat était le même. La jeune fille avait disparu. Le lendemain, une opération de recherche à grande échelle a été lancée.
Des agents de la police du comté, des bénévoles des villes voisines et même des journalistes sont arrivés. L'histoire des 3 disparitions en un mois dans la petite ville de Montana a commencé à attirer l'attention. Elle a fait la une des journaux et a été relayée par les médias. Le FBI a envoyé 2 agents pour enquêter. Ils sont arrivés vendredi, ont fait notre connaissance et ont examiné les dossiers. L'un d'eux, un agent du nom de Carter, un homme d'environ 45 ans aux cheveux gris et aux yeux fatigués, m'a dit qu'il avait déjà travaillé sur des affaires similaires. Il m'a dit qu'il y avait certaines régions du pays où les gens disparaissaient à une fréquence inexplicable. Les parcs nationaux, les forêts sauvages, les régions reculées. Des milliers de cas chaque année, dont la plupart restent non élucidés. Il m'a montré des statistiques. Il m'a dit que rien que dans les parcs nationaux, entre 600 et 1500 personnes disparaissaient chaque année. La plupart finissaient d'en paraître retrouvés, mais des centaines de cas restaient inexpliqués. Les gens disparaissaient dans des circonstances étranges, abandonnant leurs affaires, sans laisser de traces, et leurs corps n'étaient jamais retrouvés. Je lui ai demandé s'ils avaient une théorie sur ce qui se passait. Il m'a répondu que non, officiellement. Officiellement, il s'agit d'accidents, de désorientation, d'hypothermie, d'attaques d'animaux. Mais officieusement, il s'est tu, m'a regardé longuement, puis a dit qu'il y avait des choses que la science ne pouvait expliquer. Il y a des endroits sur cette planète où quelque chose ne va pas, où les gens disparaissent, où les boussoles deviennent folles, où même les pisteurs expérimentés ne peuvent comprendre ce qui se passe. Je lui ai demandé s'il pensait que Pinehurst était l'un de ces endroits. Il a hoché la tête. Il a dit que le schéma était trop évident, trop de disparitions depuis trop longtemps. Ce n'est pas un tueur en série. Aucun criminel ne pourrait agir pendant des décennies sans laisser de traces. Ce ne sont pas des animaux. Aucun corps présentant des signes d'agression n'a été retrouvé. C'est autre chose. Les recherches pour retrouver Emily se sont poursuivies de toute la semaine. Des hélicoptères, des chiens, des centaines de bénévoles. Nous avons ratissé la forêt dans un rayon de 10 miles autour de l'endroit où son vélo avait été retrouvé. Nous avons inspecté chaque ravin, chaque grotte, chaque plan d'eau. Rien. La jeune fille avait disparu sans laisser de traces. Le 1er août, les recherches ont été interrompues. Le FBI a clos l'enquête, classant les 3 cas comme disparition. L'agent Carter m'a dit avant de partir qu'il continuerait à surveiller la situation, mais qu'il ne pourrait probablement rien faire sans indice concret. Il m'a donné sa carte et m'a dit de l'appeler si j'avais des nouvelles. La ville était plongée dans une atmosphère de peur et de paranoïa. Les gens ne sortaient plus de chez eux après la tombée de la nuit. La scierie ne fonctionnait que pendant les quarts de jour. L'école, qui devait ouvrir à la fin du mois d'août, a reporté la rentrée scolaire au mois de septembre. Certaines familles ont commencé à quitter Pinehurst pour s'installer dans d'autres villes. Je sentais moi-même cette horreur m'envahir. Chaque nuit, je me réveillais en sursaut à cause de cauchemars. Je rêvais que je marchais dans la forêt, que j'étais entouré par l'obscurité, que quelque chose m'observait depuis les arbres. J'ai commencé à boire pour pouvoir dormir. Du whisky, beaucoup de whisky. Thomas a aussi changé. Il était devenu encore plus silencieux, renfermé. Il restait souvent tard au bureau, étudiait de vieilles cartes de la région, prenait des notes. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu qu'il essayait de trouver une tendance. Il essayait de comprendre s'il y avait des endroits précis dans la forêt où les gens disparaissaient de plus souvent. Peut-être que si nous comprenions cela, nous pourrions empêcher de nouvelles disparitions. Il m'a montré une carte sur laquelle il avait marqué tous les points de disparition des 30 dernières années. Les pointes rouges étaient donc dispersées dans toute la région autour de Pinehurst, mais j'ai remarqué que la plupart d'entre eux étaient concentrés dans une zone particulière au nord de la ville, là où la forêt était la plus dense, où il n'y avait presque pas de sentiers, où même les bûcherons s'aventuraient.
rarement. J'ai demandé à Thomas ce qu'il y avait dans cette partie de la forêt. Il m'a répondu qu'il ne savait pas exactement. Il y a des montagnes, des gorges, une forêt dense et ancienne. C'est un endroit sauvage et difficile d'accès. Les habitants l'appellent la forêt noire et l'évitent. Ils disent même qu'il y a quelque chose qui cloche là-bas, que cette forêt dégage une mauvaise énergie. J'ai proposé d'organiser une expédition dans cette région, l'explorer minutieusement, vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer les disparitions. Peut-être y a-t-il des grottes où se cache quelqu'un qui enlève des gens, ou un bâtiment abandonné, une ancienne mine, quelque chose comme ça. Thomas m'a regardé comme si j'étais fou. Il m'a dit qu'aucun habitant de la région n'irait là-bas, que même avec des armes et des guides expérimentés, ce serait suicidaire, que s'il y avait vraiment quelque chose qui enlevait les gens, nous serions simplement les prochaines victimes. Mais je ne pouvais pas rester là, à attendre. Je devais agir, je devais faire quelque chose. Je sentais que je devenais fou à force d'impuissance. Le lundi, 7 août, j'ai pris ma décision. J'irai seul dans la forêt noire. J'emporterai un GPS, une radio, suffisamment de provisions et d'eau pour 3 jours, une tente, une arme. J'explorerai minutieusement la région. Je prendrai des photos de tout ce qui me semblerait suspect. J'essaierai de trouver le moindre indice. J'en ai parlé à Thomas. Il a essayé de m'en dissuader. Il m'a dit que c'était de la folie, que je me mettais en danger, que cela ne changerait rien. Mais j'étais inflexible. Je lui ai dit que si je ne revenais pas dans 3 jours, il pourrait organiser des recherches. Je lui ai laissé les coordonnées de l'itinéraire que je prévoyais de suivre. Marc a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne voulais pas mettre quelqu'un d'autre en danger. Si quelque chose arrivait, je voulais être le seul à en souffrir. Le 8 août, tôt le matin, je suis parti avec ma camionnette jusqu'au début du sentier qui menait à la partie nord de la forêt, en direction de la forêt noire. J'ai chargé mon sac à dos, vérifié mon arme, un pistolet de calibre 45 et un fusil de calibre 12 avec des cartouches à plomb. J'ai pris 3 talkies-walkies, un principal et 2 de rechange au cas où l'un d'eux tomberait en panne. Le sentier commençait à environ 6 miles au nord de Pinehurst, là où se terminait la dernière route forestière. Au-delà, il n'y avait plus qu'une forêt sauvage, où même les chasseurs expérimentés s'aventuraient rarement. J'ai laissé le pick-up sur le bord de la route, je l'ai verrouillé et je me suis mis en route. Tout s'est bien passé pendant les premières heures. Le sentier était bien visible, même s'il était manifestement peu fréquenté, car il était envahi par les buissons et l'herbe à certains endroits. J'avançais lentement, observant les environs, prenant des photos et notant les coordonnées sur mon GPS. La forêt était dense et sombre, mais pas effrayante. C'était une forêt de conifères ordinaire, comme j'en avais vu des centaines. Après environ 3 heures de marche, alors que je m'étais enfoncé à environ 5 miles de la route, j'ai commencé à remarquer des changements. La forêt devenait plus dense, les arbres poussaient le plus près les uns des autres, leurs branches s'entremêlaient, formant un épais dais qui ne laissait presque pas passer la lumière. Le sol sous mes pieds était plus humide, recouvert d'une épaisse couche de mousse, et le silence, un silence absolu. On n'entendait ni oiseaux, ni insectes, ni bruissement d'animaux dans les buissons. Seul le bruit de mes pas et ma respiration. C'était anormal. Dans toute forêt, il doit y avoir de la vie, des sons, du mouvement. Ici, il n'y avait rien. Je me suis arrêté et j'ai regardé autour de moi. L'air était froid, même si c'était l'été et le milieu de la journée. Je voyais mon souffle, des petits nuages de vapeur blanche. La température était de 10 à 12 degrés Celsius, peut-être même moins. C'était étrange pour un mois d'août dans le Montana. J'ai sorti ma radio et j'ai essayé de contacter Thomas. La radio grésillait, mais il n'y avait pas de connexion. Je l'ai levée plus haut et j'ai réessayé. Rien. C'était étrange. La radio était censée fonctionner dans un rayon de 10 à 15 miles.
J'ai vérifié le GPS, il indiquait ma position, mais le signal était faible et l'icône clignotait constamment. J'ai continué à marcher. Le sentier devenait de moins en moins visible, disparaissant presque par endroits. Je me suis orienté à l'aide d'une boussole en me dirigeant vers le nord. Le plan était simple, marcher encore 5 miles vers le nord, installer un campement, explorer le territoire dans un rayon de quelques miles le lendemain, puis revenir. Au bout d'une heure environ, je suis arrivé dans une petite clairière. Elle était ronde, d'environ 50 pieds de diamètre, et recouverte d'herbes hautes. Au milieu de la clairière se trouvait une sorte de cercle de pierres. 8 ou 9 grosses pierres disposées en cercle. Les pierres étaient rondes et recouvertes de mousse. Elles étaient manifestement là depuis très longtemps. Je m'approchais pour les examiner. Les pierres étaient de taille identique, mesuraient environ 3 pieds de haut et avaient manifestement été placées là par l'homme, car la nature ne crée pas de cercles aussi réguliers. À l'intérieur du cercle, la terre était brûlée, noire, comme si un immense feu y avait brûlé autrefois. Mais il n'y avait aucune végétation à l'intérieur du cercle, seulement de la terre noire et nue. J'ai pris des photos de cet endroit et noté ses coordonnées. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. Un ancien cercle rituel, laissé par les Amérindiens peut-être, ou quelque chose de plus moderne. Je ne me suis pas attardé dans la clairière. Quelque chose dans cet endroit m'inquiétait. J'ai contourné le cercle de pierre et j'ai continué mon chemin vers le nord. Plus je m'enfonçais dans la forêt, plus tout autour de moi devenait étrange. Les arbres commençaient à avoir l'air anormaux. Leurs troncs étaient tordus, leurs branches poussaient à des angles inhabituels. Certains arbres semblaient avoir été tordus en spirale. Je n'avais vu cela qu'une seule fois dans ma vie, dans une forêt qui avait été frappée par une tornade. Mais ici, il n'y avait aucun signe de tornade ou d'autres catastrophes. Le sol sous mes pieds était devenu mou, presque spongieux. Mes dos chaussures s'enfonçaient de plusieurs centimètres dans la mousse à chaque pas. L'air sentait la pourriture et la moisissure. J'ai commencé à me sentir étourdi, faible. Peut-être un manque d'oxygène, peut-être un gaz qui s'échappait du sol. Je me suis arrêté pour faire une pause. Je me suis assis sur un arbre tombé. J'ai sorti une bouteille d'eau et j'ai bu quelques dégorgées. J'ai regardé ma montre. Il était environ 3 heures de l'après-midi. D'après mes calculs, j'avais déjà parcouru environ 8 à 9 miles depuis la route. Encore un peu, et je prévoyais de planter mon campement. Et c'est là que je l'ai entendu. Une voix. Quelqu'un m'appelait par mon nom. Doucement, de loin, mais distinctement. Une voix masculine, familière, mais je ne pouvais pas déterminer à qui elle appartenait. « David, David, tu es là ?» Je me suis levé d'un bond, la main instinctivement tendue vers l'étui de mon pistolet. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne. La forêt était vide, les arbres immobiles. « Hé, qui est là ?» ai-je crié. Silence. Puis la voix revint, cette fois-ci de l'autre côté. « David, aide-moi, je me suis perdu. » C'était la voix de John, le même John qui avait disparu début juillet. Je reconnus sa voix, je l'avais entendue sur les enregistrements lorsque nous avions parlé à sa femme. Mon cœur battait à tout rompre. C'était impossible. John avait disparu depuis plus d'1 mois. Il n'y avait pratiquement aucune chance qu'il ait survécu dans la forêt pendant tout ce temps. Et comment pouvait-il connaître mon nom ? Nous ne nous étions jamais rencontrés. « John, c'est toi ?» ai-je crié, comprenant déjà qu'il s'agissait d'une sorte de truc, de quelque chose qui n'allait pas. La voix se fit entendre à nouveau, plus proche cette fois, presque un murmure derrière moi. « Aide-moi, David, je suis là, viens ici. » Je me retournai brusquement, sortis mon pistolet et visai dans l'obscurité entre les arbres. Rien, seulement des ombres et le silence. Je me souvins de ce que Thomas m'avait dit. « Ne réponds pas si tu entends une voix dans la forêt.
même si c'est celle d'une personne que tu connais. C'est l'une des règles transmises par les habitants de la région. Je comprenais maintenant pourquoi. Je me suis retourné et je me suis rapidement éloigné de cet endroit. La voix continuait à m'appeler, mais c'était de maintenant différentes voix. John, puis Kevin, puis Emily. Ils m'appelaient d'or tous, me demandaient de l'aide, disaient comment qu'ils s'étaient perdus. Je marchais rapidement, presque en courant, sans me retourner. La boussole dans ma main tournait, l'aiguille oscillait d'un côté à l'autre, sans indiquer de direction précise. Le GPS avait complètement cessé de fonctionner. L'écran affichait uniquement une erreur de signal. J'étais désorienté, effrayé, mais j'essayais de garder mon sang-froid. Il fallait trouver un endroit pour camper avant la tombée de la nuit. Il fallait allumer un feu et rester au même endroit jusqu'au matin. Je suis arrivé dans une autre petite clairière, moins sinistre que celle avec le cercle de pierre. Ici, il y avait des arbres normaux, de l'herbe normale. J'ai rapidement monté ma tente, allumé un feu en ramassant des branches sèches. Le feu a pris facilement et j'ai ressenti un certain soulagement grâce à sa chaleur et à sa lumière. Je me suis assis près du feu, le fusil à pompe sur les genoux. Les voix s'étaient tues, mais je ne me sentais pas en sécurité. Il y avait quelque chose ici, dans cette forêt. Quelque chose qui imitait les voix des personnes disparues. Quelque chose qui perturbait le fonctionnement des appareils électroniques. Quelque chose qui faisait disparaître les gens sans laisser de traces. La nuit est tombée rapidement. L'obscurité était totale. Ni la lune, ni les étoiles n'étaient visibles à travers les cimes épaisses des arbres. Mon feu de camp était la seule source de lumière. Un petit cercle de chaleur orange dans un océan de noirceur. J'entendais des bruits autour de moi. Des pas, le craquement des branches. Quelque chose de grand se déplaçait entre les arbres, tournait autour de mon campement. Je me levais d'un bond, braquais ma lampe torche dans l'obscurité, mais je ne voyais rien. Seulement des arbres et des ombres. Parfois, j'avais l'impression de voir des silhouettes humaines, debout à la lisière de la lumière du feu, qui m'observaient. Mais quand je braquais ma lampe sur elles, il n'y avait rien. Je suis resté éveillé toute la nuit. J'ai ajouté du bois dans le feu. J'ai gardé mon arme à portée de main. J'ai tendu l'oreille pour écouter le moindre bruit. Au matin, j'étais épuisé. J'avais mal aux yeux à force de me concentrer, mais j'étais vivant. À l'aube, j'ai rapidement levé le camp et pris le chemin du retour. Je ne voulais plus explorer cette forêt. Je voulais seulement retourner en ville, auprès des gens, de la civilisation. Mais je me suis rendu compte que je m'étais perdu. Je ne trouvais pas le chemin du retour. Tous les arbres se ressemblaient, toutes les directions semblaient fausses. La boussole ne fonctionnait toujours pas. Le GPS était mort. Le soleil était invisible à travers les cimes denses. Je marchais au hasard, espérant trouver un point de repère. J'ai marché pendant des heures, devenant de plus en plus désespéré. Je n'avais plus d'eau, plus de nourriture, plus de force. Et là, alors que je commençais à perdre espoir, je l'ai vu. Un sentier. Étroit, à peine visible, mais clairement un sentier que quelqu'un avait emprunté récemment. Je m'y suis engagé, m'accrochant à ce mince espoir. Le sentier m'a conduit à une maison, une vieille maison en bois au milieu de la forêt. Une maison à un étage avec un toit effondré, des fenêtres condamnées, envahies par la végétation. La maison était manifestement abandonnée depuis de nombreuses années, mais de la fumée s'échappait de la cheminée. Un mince filet de fumée grise s'élevait dans les airs. Quelqu'un était à l'intérieur. Je me suis approché de la porte, mon pistolet à la main. J'ai frappé. Personne n'a répondu. J'ai poussé la porte. Elle n'était pas verrouillée et s'est ouverte en grinçant. À l'intérieur, il y avait une seule grande pièce, sale, encombrée de détritus, avec des restes de vieux meubles. Au centre, la cheminée était allumée,
avec des braises qui couvaient, mais il n'y avait personne. Sur les murs, il y avait des dessins, des centaines de dessins griffonnés avec quelque chose de pointu sur les murs en bois, des symboles étranges, des cercles, des spirales, des silhouettes humaines, et des mots écrits encore et encore. Ne pars pas dans la forêt, ils emmènent, il n'y a pas d'issue, écoute les règles. Dans un coin de la pièce, j'ai vu un tas de vêtements, des vestes de travail, des bottes, des sacs à dos. Je me suis approché et j'ai senti un frisson me parcourir. C'étaient les affaires des personnes disparues. J'ai reconnu la veste de travail de John, le sac à dos de Kevin, les baskets d'Emily. Mais les personnes, elles de même, ça ce n'était pas là. Seulement leurs affaires, soigneusement empilées dans un coin de la maison abandonnée. J'ai compris qu'il fallait partir, immédiatement. Quoi qu'il se passe ici, je ne voulais pas rester pour le découvrir. Je me suis dirigé vers la sortie, et je l'ai vu. Ou plutôt, je l'ai vu. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, me bloquant le passage. C'était difficile à décrire. Grand, 7 ou 8 pieds, maigre, presque squelettique. La peau était de grise, comme recouverte de cendres. De longs bras qui descendaient presque jusqu'au sol. Des doigts longs, avec des griffes noires. Sa tête était de forme irrégulière, trop allongée, sans cheveux. Son visage, il n'avait presque pas de visage, seulement des cavités sombres à la place des yeux et une large fente pour la bouche, pleine de dents acérées. J'ai tiré. Sans réfléchir, instinctivement, j'ai vidé tout le chargeur de mon pistolet sur cette créature. Les balles l'ont touché. Je les ai vues de pénétrer dans sa peau grise, mais la créature n'est pas tombée. Elle n'a même pas bronché. Elle est simplement restée debout, me regardant de ses orbites vides. J'ai attrapé mon fusil de chasse, j'ai tiré une fois, puis une deuxième. Les plombs m'ont déchiqueté une partie de sa poitrine, mais elle a laissé rester debout. Elle a lentement commencé à entrer dans la maison, s'approchant de moi. J'ai reculé vers la deuxième porte, au fond de la maison. Je l'ai poussée, elle a cédé. Je me suis précipité dehors, dans la forêt, et j'ai couru. J'ai couru sans me retourner, à travers les buissons et les arbres, trébuchant sur les racines, m'égratignant sur les branches. J'ai couru jusqu'à ce que je n'ai plus de force. Je suis tombé par terre, à bout de souffle, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé là. Quand j'ai pu me relever, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu une clairière entre les arbres, de la lumière. Je me suis dirigé vers la lumière et je suis sorti sur la route, une route forestière en terre battue, ordinaire. J'ai marché sur cette route pendant plusieurs heures jusqu'à ce que j'aperçoive ma camionnette. C'était là où je l'avais laissée, intacte. Je l'ai rejointe, je me suis assis au volant et j'ai démarré le moteur. Il a démarré du premier coup et je suis reparti vers Pinehurst en appuyant à fond sur l'accélérateur. Thomas m'attendait au bureau. J'étais couvert de boue, couvert d'égratignures. Mes vêtements étaient déchirés. Je lui ai tout raconté. Les voix, la maison abandonnée, les affaires des personnes disparues, la créature que j'avais vue. Il m'a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il m'a longuement regardé, puis a simplement hoché la tête. Il m'a dit qu'il me croyait. Il m'a dit que son grand-père avait vu quelque chose de similaire il y a de nombreuses années, lorsqu'il était lui aussi parti dans la forêt noire à la recherche de disparus. Il m'a dit que certaines choses dans ce monde étaient inexplicables et qu'il valait mieux s'en tenir à l'écart. Je lui ai demandé ce que nous allions faire. Il a répondu « Rien. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas tuer ce que j'ai vu. Nous ne pouvons pas sauver les personnes qui ont déjà disparu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avertir les nouveaux habitants, faire respecter les règles que connaissent là les locaux et espérer que personne d'autre ne disparaisse. J'ai démissionné la semaine suivante. Je ne pouvais plus rester à Pinehurst. Je ne pouvais plus regarder cette forêt, en sachant ce qu'elle renfermait.
Je suis retourné à Billings. J'ai trouvé un emploi dans un bureau, un travail administratif ordinaire. Plus d'enquêtes, plus de personnes disparues. Mais je continue de voir cela dans mes rêves. Cette créature dans l'embrasure de la porte. Les affaires des disparus. J'entends des voix qui m'appellent dans l'obscurité. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas d'où ça venait, ni pourquoi ça emportait les gens. Je ne sais pas si on peut l'arrêter. Mais je sais une chose. Il y a des endroits sur cette terre où les gens ne devraient même pas aller. Des endroits où d'autres règles s'appliquent. Des endroits où la civilisation s'arrête et où commence quelque chose d'ancien et d'horrible. Pinehurst existe toujours. Des gens y vivent encore, travaillent à la scierie, élèvent leurs enfants. Et des gens disparaissent encore parfois. Je suis l'actualité de cette région. Chaque année, il y a 1 ou 2 cas. Des gens partent biche dans la forêt et ne reviennent pas. Thomas est toujours shérif. Nous correspondons parfois. Il dit que rien n'a changé, qu'il continue à faire son travail, à avertir les gens, à faire respecter les règles, et que parfois, dans les nuits les plus calmes, il entend des voix dans la forêt qui l'appellent par son nom. Si jamais vous vous retrouvez dans une petite ville entourée d'une forêt dense, où les habitants racontent des histoires étranges et vous mettent en garde contre certains endroits, écoutez-les. Ils savent un rôle quelque chose que vous ignorez. Ils ont vu des choses dont ils ne parlent pas à voix haute. Et si vous entendez une voix dans la forêt qui vous appelle, même si c'est celle de votre meilleur ami ou de votre bien-aimé, ne répondez pas, n'y allez pas. Faites demi-tour et partez sans vous retourner, car certaines choses dans ce monde ne doivent pas être découvertes, et certaines forêts ne veulent pas que vous en sortiez. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. À bientôt pour le prochain épisode.